Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. 54 kg de cocaïne interceptée dans un conteneur au port autonome de Cotonou. Le procureur de la République apporte des clarifications sur le dossier. Les détails dans ce journal. Démarrage à Cotonou du séminaire régional sur la vulgarisation des normes communautaires de l'UEMOA. L'objectif de la Cour de justice de l'espace sous-régional est de sensibiliser sur le droit des tests de l'institution. « 30 novembre 1972, 30 novembre 1974 et puis 30 novembre 1975, trois dates qui ont marqué l'histoire du Bénin. Dans cette édition, le rappel des Trois Glorieuses. Et puis à la Cour d'appel de Cotonou ce jeudi, 2 dossiers inscrits au rôle, coup mortel et un cas de viol. Jérôme Mouba. Tout à fait, Koudous Abdoulaye. Il s'agit d'une affaire de viol sur mineur où l'accusé a été condamné à 6 ans de prison et d'un cas de coup mortel pour lequel le prévenu n'a pas comparu. Merci Jérôme, à tout à l'heure. Direction, le parquet ou le procureur de la République était face à la presse cet après-midi. Dans une déclaration, il a fait le point sur le dossier de découverte de 54 kg de cocaïne dans un conteneur au port de Cotonou dans la journée du 21 novembre 2016. Par la même occasion, il a dit que la justice va sûrement réprimer cette criminalité. Il est au micro de Martial Guidigan et Bruno Rotepo. L'enquête relativement à cette procédure a permis d'interpeller 6 personnes qui ont été poursuivies par le parquet pour trafic international de drogue à haut risque et pour complicité devant le tribunal statuant en matière de flagrant délit. À l'issue des débats, le 29 novembre 2016, le tribunal a relâché purement et simplement 4 personnes prévenues, notamment ceux qui ont été poursuivis pour complicité, et condamné 2 autres, à savoir le dirigeant de la société Trinity Trading Sal et son assistant, respectivement à 10 ans et 5 ans d'emprisonnement ferme et à 1 million de francs d'amende chacun. Il est à noter que dans la période de septembre à novembre 2016, une dizaine de cas de trafic international de drogue à haut risque ont été poursuivis par le tribunal de première instance de Cotonou à la suite des investigations des unités d'enquête. Cette situation confirme que la sous-région ouest africaine, le Bénin y compris, acquiert un rôle important dans le trafic international des drogues, devenant une étape intermédiaire pour le transfert de diverses substances stupéfiantes et illégales depuis les pays producteurs tels que le Brésil jusqu'aux pays consommateurs qui se situent en Europe. Dans la droite ligne de la politique pénale du gouvernement, la justice et les différents organes d'enquête comptent maintenir une veille permanente pour réprimer sévèrement cette criminalité conformément à nos lois et aux conventions internationales régissant la matière. Les nouvelles de la Cour d'assises ce mercredi, 2 cas ont été examinés par les avocats. La première infraction, coup mortel, a été renvoyée à une session ultérieure. Jérôme Mouba. Tout à fait, le fait ici remonte au 8 mars 1997. Le sieur Daniel Aoumenou Taviro a exercé de la violence sur Komi Kognonhwe. La victime a succombé suite à ses blessures et ce matin, le prévenu Daniel Aoumenou Taviro n'a pas comparu. La Cour a simplement renvoyé son audience à une session ultérieure. Présidente de séance Célestine Bakpé, ministère public Marc Robert Dadaglo et Alain Kakpo est le greffier. Jérôme Mouba, le deuxième dossier est un cas de viol. Vous n'étiez pas admis à la salle d'audience. Cependant, vous avez glané quelques informations aux téléspectateurs. Tout à fait. Revenons d'abord sur les faits. Le mercredi 13 octobre 2010, aux environs de 17h, Dame Agban Zaliatou, tutrice de la fillette Sena à Sibé, âgée de 13 ans, demanda à celle-ci d'aller déposer une table au magasin 6 à côté du marché de Commun.
Sénan Asigbe profita pour satisfaire ses besoins sur le tas d'ordures dans une maison en ruine appartenant au père de Hunza Douglas. Elle fut surprise par ce dernier qui lui intima de l'ordre de ramasser ce qu'elle venait de faire. Alors que Sénan s'apprêtait à s'exécuter, Hunza Douglas la traîna de force dans la maison en ruine et eut des rapports sexuels avec elle. Surpris par une dame venue aussi uriner dans la maison en ruine, Hunza Douglas prit la fuite. Interpellé et inculpé de viol sur mineur, Hunza Douglas a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. Il a déjà passé 6 ans en prison. Aujourd'hui, la Cour l'a condamné à 5 ans de travaux forcés. Donc, Douglas Hunza retrouve sa liberté. Marie Soudé-Godonois a assuré la présidence de cette séance. Jérôme Mbouo, quelle est la programmation de demain jeudi? Demain jeudi 1er décembre, premier jour du mois de décembre, le sieur Guy Renoubé comparaît pour association de malfaiteurs et vol aggravé dans la grande salle A. Nous vous donnerons beaucoup plus d'informations dans notre compte rendu de demain, si Dieu le veut. Merci à vous. Vous restez avec nous pour parler de cet appui aux forces de sécurité, cérémonie de remise d'équipements aux forces de défense et de sécurité. Cet après-midi, le gouvernement a mis à la disposition des éléments de la sécurité publique un important lot de matériel roulant destiné à la lutte contre la grande criminalité. C'est sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou que s'est déroulée cette cérémonie fort simple. À cette occasion, le ministre en charge des questions de sécurité et son homologue des transports ont remis les clés des 42 véhicules pick-up neufs et 585 motos tout-terrain aux responsables de la police et de la gendarmerie. Suivons quelques extraits des discours prononcés à l'issue de la cérémonie au micro de Renaud Akapo. La cérémonie de ce jour qui consacre la remise de matériel roulant aux forces de sécurité publique survient après celle organisée il y a quelque temps, je crois en juillet dernier, par mon collègue chargé de la défense qui dotait les unités de gendarmerie nationale d'une quarantaine de véhicules pick-up. Aujourd'hui, mercredi 30 novembre 2016, je voudrais, au nom du président de la République et de son gouvernement, mettre à la disposition de la Direction générale de la police nationale et de la Direction générale de la gendarmerie nationale pour utilisation dans les diverses unités 42 véhicules pick-up qui seront repartis de la manière suivante: 29 pour la police et 13 pour la gendarmerie nationale et 585 motos équipés de gyrophares et casques répartis comme suit: 285 pour la police et 300 pour la gendarmerie. En plus, 8 tonnes de pièces détachées de ces engins sont également mises à leur disposition pour faire face aux premières pannes. On dit souvent une mission des hommes et des moyens. Ce don de matériel que le ministre de l'Intérieur et des infrastructures et des transports nous ont remis contribuera à améliorer la capacité opérationnelle des forces de sécurité publique pour la sécurisation des personnes et des biens. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que, sous votre leadership éclairé, les forces de sécurité publique bénéficient du coût d'un si important lot de matériel roulant. Je prends l'engagement au nom de tous que ce matériel sera utilisé à bon escient. Un regard sur le rétroviseur 30 novembre 1975, 30 novembre 2016, il y a 41 ans, le Dahomey devenait République populaire du Bénin, une date qui complète 2 autres qui l'ont précédé, à savoir le 30 novembre 1972 et le 30 novembre 1974. 3 dates, 3 événements qui ont marqué l'histoire du Bénin. Retour sur ces événements à travers ce rappel historique que nous fait Alain Dossiogho. Le jeudi 26 octobre 1972, le chef de bataillon Mathieu Kérékou, à la tête d'un groupe d'officiers, prenait le pouvoir en renversant le régime du Conseil présidentiel.
Justin Tometi Aomadegbe, qui venait d'accéder au pouvoir le 7 mai 1972, après Hubert Koutoukoumaga, devait se rendre à l'évidence du énième retour des militaires sur la scène politique. Ce fut la fin du régime civil. Le gouvernement militaire révolutionnaire, désormais aux commandes du Dahomey, a mis sur pied 2 commissions chargées de lui proposer dans les meilleurs délais un programme politique. Programme avec une teinte économique et socio-culturelle. Un mois après son accession au pouvoir, Mathieu Kérékou, le jeudi 30 novembre 1972, à la salle du peuple du palais de la présidence, archi-comble, devait présenter à la nation une déclaration radiodiffusée. Déclaration en direct sur la radiodiffusion nationale qui prendra le nom de discours-programme du 30 novembre 1972. En effet, ce fut un discours dénommé discours-programme de politique nationale et d'indépendance nationale. Et comme pour socle de ce discours-programme, comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, sur l'initiative créatrice des larges masses populaires. Un discours qui entend réorganiser toute la structure économique, culturelle et sociale du Dahomey. Le maître mot, c'était la libération de la domination étrangère, l'éradication de la corruption, de la concussion et du népotisme. Mathieu Kérékou entendait affermir l'autorité de l'État, développer des relations extérieures basées sur le respect de la souveraineté nationale, l'égalité et l'avantage réciproque. 2 ans après le discours-programme du 30 novembre 1972, le gouvernement militaire révolutionnaire devait ensuite faire une option politique, ce qui fut fait le samedi 30 novembre 1974. Le JMR opta pour le socialisme scientifique comme voie de développement et le marxisme-léninisme comme guide philosophique. Ainsi, pour Mathieu Kérékou, la société où il fera bon vivre pour chaque Dahoméen et pour chaque Dahoméenne sera une société socialiste. Mieux, une société qui s'oppose à l'exploitation de l'homme par l'homme, mais également à l'idéologie coloniale et néocoloniale. Et puis, le dimanche 30 novembre 1975, soit 1 an après, mais cette fois-ci depuis la place de l'indépendance à Cotonou, le président Mathieu Kérékou prend de court tous les Dahoméens et annonce le changement du nom Dahomey et la naissance de la République populaire du Bénin. La création du parti unique d'alors, le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, ainsi que le changement des couleurs nationales. Le drapeau tricolore passe le témoin au vert frappé d'une étoile rouge à 5 branches régulières dans l'angle supérieur gauche. Sur le boulevard de la Marina, où l'événement a eu lieu, retentissaient 21 coups de salve suivis d'un défilé militaire et populaire. Ce fut les 3 glorieuses. Parlons de cette vulgarisation. La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de l'UEMOA sensibilise les praticiens du droit sur les tests régissant l'institution. C'est à la faveur d'un séminaire régional sur la vulgarisation des normes communautaires de l'UEMOA qui a ouvert ses travaux ce jour à Cotonou. Alain Dossiro pour le point. Ce séminaire régional sur la vulgarisation des normes communautaires de l'UEMOA qui rassemble les bâtonniers de l'ordre des avocats, les responsables de centres de formation judiciaire, présidents de chambres de commerce, journalistes, chargés de législation dans les administrations douanières, membres de la direction des écoles de police et de gendarmerie, doyens des facultés de droit leur offrent l'occasion de s'imprégner du droit communautaire. Il s'agira pour eux d'échanger et de débattre afin d'en être chacun à son niveau de responsabilité et dans son rôle un acteur engagé dans sa promotion, sa diffusion et sa mise en œuvre. Installée au centre de ces organes, la Commission est garante de l'intérêt général communautaire. Elle doit ainsi veiller à l'application des normes communautaires dans les États membres. Il nous appartient dès à présent de nous approprier les normes de notre Union, d'en être des relais actifs auprès de ses destinataires pour une accessibilité accrue du droit communautaire. En effet, une plus grande connaissance par nos populations des normes communautaires contribuera grandement à leur application dans chaque État membre. En procédant à l'ouverture officielle des travaux de ce séminaire, le garde des Sceaux et ministre de la Justice a exhorté les praticiens du droit à œuvrer pour une large vulgarisation des normes communautaires pour faciliter les transactions au sein des États membres de l'espace UEMOA. Cette intégration ne peut être assurée que par la justice. Intégration par le droit avec la production de plus en plus constante
de plus en plus renforcée, de plus en plus forte des normes communautaires dont il est nécessaire d'avoir connaissance, qu'il est nécessaire, je veux dire, d'appréhender, qu'il est nécessaire de comprendre, qu'il est nécessaire, on va dire tout simplement, de consommer. Les débats porteront pendant les 3 jours d'échange sur les caractères généraux du droit communautaire, la Cour de justice de l'UEMOA, la Commission de l'UEMOA, organisation et rôle dans l'application du droit communautaire, la législation communautaire de la concurrence, état des lieux et perspectives, la libre circulation dans l'espace UEMOA, état des lieux et perspectives, et puis sur la législation communautaire sur les transports terrestres, maritimes et aériens, ainsi que sur les droits conférés et obligations à respecter. L'aviation civile comme pôle de développement, le 7 décembre prochain, la communauté internationale célèbre la journée de l'aviation civile. En prélude à cet événement, l'Agence nationale de l'aviation civile a ouvert ce mercredi la semaine de l'aviation civile. L'événement va durer 7 jours. Blaise Adampo pour le point. Un événement auquel le Bénin n'est pas encore habitué, la semaine de l'aviation civile. Elle va permettre de montrer que le développement passe aussi par le transport aérien. L'aviation civile doit se mettre résolument au service du développement national. Au service du développement national parce que quand nous savons qu'au niveau du secteur primaire, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens adéquats pour faire la concurrence dans un monde globalisant, quand nous savons qu'au niveau du secteur secondaire, nous avons les mêmes déficits, les mêmes écarts, il nous revient donc de travailler sur le secteur tertiaire. J'ai une grande foi en ce que l'aviation civile, en ce que le transport aérien devra constituer un bras armé pour le développement de ce pays. Une célébration qui permet à toute la communauté aéronautique de réfléchir sur le thème choisi et de faire des projections quant au respect des normes et autres nouvelles dispositions dans le domaine de l'aviation civile. En acceptant d'ouvrir ses portes à un tel événement, l'institution consulaire entend rester fidèle à son rôle de moteur du développement de notre pays. Je suis persuadé qu'à l'issue de ces journées portes ouvertes, les opérateurs économiques et chefs d'entreprise que nous sommes apprécieront avec plus de précision les multiples opportunités dont regorge le secteur de l'aviation civile. Et déjà une bonne nouvelle concernant l'aéroport de Glodjibé. Je voudrais profiter de cette tribune qui m'est faite pour vous informer que le projet de l'aéroport de Glodjibé tant souhaité sera bientôt une réalité. Dans 3 ans, l'aéroport sera inauguré. La journée de l'aviation civile a été célébrée pour la première fois en 1994. Le rêve de l'Agence nationale de l'aviation civile est de faire du Bénin une référence de l'aéronautique civile en Afrique. Parlons de nous-mêmes. Les instances du Syntrab, syndicat des travailleurs de l'audiovisuel, et du Syntracom, syndicat des travailleurs du secteur de la communication, prennent part depuis ce matin à une formation sur les techniques de négociation, une première qui consacre dans une certaine mesure la dynamique nouvelle née des derniers congrès ayant permis le renouvellement de leurs instances dirigeantes. Mesmer Ardisso était à l'ouverture de la formation. Renforcer les capacités des membres des différentes instances du Syntrab et du Syntracom en matière de négociation. C'est la mission assignée à la présente formation, axée sur la maîtrise des techniques de négociation. En effet, l'action syndicale ne doit pas rester en marge de l'évolution de la société. Tout responsable syndical doit avoir le souci constant de l'efficacité de son action au profit de ses mandats. Il n'y a pas de génération spontanée en syndicalisme. C'est la raison pour laquelle la CSA Bénin n'a pas hésité un seul instant à répondre favorablement à la volonté exprimée de vos bureaux exécutifs d'organiser un séminaire de renforcement des capacités des nouveaux élus. Le secrétaire général de l'ORTB, représentant ici le directeur général, partage cet avis tant il indique que le champ du syndicalisme s'élargit et que les techniques de négociation évoluent. Les techniques évoluent
dans le syndicalisme comme dans la société. Tout cela donne à la formation syndicale une place nouvelle et un rôle vraiment déterminant. C'est pourquoi je salue donc cette initiative qui apportera un plus à notre syndicat. Je voudrais parler du Syntrab. Je puis vous assurer que la direction générale ne ménagera aucun effort pour accompagner de pareilles initiatives. Quand nous maîtrisons les techniques de négociation, nous pouvons faire une lutte syndicale efficace, dixit en ce qui le concerne le secrétaire général du Syntracom, avant d'exhorter les participants à bien suivre le formateur en la personne de Guillaume Atibé. Contour de ce dont il est question, de ce que vous allez discuter. Et puis une lueur d'espoir pour les personnes vivant avec le virus du VIH. Elles peuvent donner naissance aux enfants séronégatifs grâce au suivi régulier de la mère porteuse et de la maladie. Un plan quinquennal est élaboré par le gouvernement pour éradiquer cette forme de contamination sur les pas d'un couple séropositif. La moisson est intéressante. Mère séropositive, enfant séronégatif. C'est un magazine réalisé par Héloïse Winator et Edmond Ngo. Être mère séropositive et donner des enfants sains, c'est possible. Une lueur d'espoir, non seulement pour les couples discordants, mais aussi pour les couples séropositifs. La science du traitement et de la prévention du VIH a marqué des progrès. Mais avant, il importe de connaître son état sérologique et suivre le traitement prescrit. Au premier contact, si la femme vient chez nous à la consultation prénatale, on la dépiste, on constate qu'elle a le virus, on la met directement sous ARV. Les rapports non protégés ne sont pas proscrits, mais à des conditions bien définies. Ce n'est pas seulement les poils qui blessent. Il faut aussi inciter la femme à mouiller. Là, ça te permet facilement. Et si, il y a aussi, donc ça te permet les rapports facilement. Et pas ça seul. Si, pendant les analyses, tu vois que la charge virale ne va pas et son CD4 ne va pas, tu vas voir que, attention, là, tu dois te préserver. Avec le couple, il peut y avoir des rapports aussi non protégés, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a un autre partenaire qu'on insiste surtout sur des rapports protégés, rapports sexuels protégés. La transmission mère-enfant est la première cause d'infection par le virus de VIH-Sida chez l'enfant. La contamination survient généralement soit au cours de la grossesse, soit pendant l'accouchement ou encore pendant l'allaitement au sein. Un suivi régulier après l'accouchement s'impose. Il y a un projet qui a mis à notre disposition des médiatrices qui nous aident à retrouver les femmes perdues de vue après accouchement, aller faire des visites à domicile pour amener les enfants à faire le PCR. Le Bénin s'inscrit dans la dynamique d'éliminer cette forme de contamination. Le deadline fixé 2030. Deux grands indicateurs sont attendus. C'est de réduire le nombre de nouvelles infections chez les enfants à moins de 50 pour 100 000 naissances vivantes et de parvenir à un taux de transmission mère-enfant de VIH inférieur à 5% à l'horizon 2020. Au-delà de ce programme ambitieux, le dépistage reste la meilleure arme contre le sida. J'invite toutes les femmes, tout le monde à faire le dépistage. On doit apprendre à nos jeunes à faire systématiquement le bilan sans avoir peur de l'état
sérologique. Si c'est positif, il n'y a plus d'inquiétude. Les médicaments sont disponibles. Tout est clair, on nous explique tout maintenant, donc il n'y a plus de honte. Un traitement précoce et une bonne observance thérapeutique permettent de maintenir une charge virale indétectable et donnent ainsi la possibilité à une personne de vivre longtemps et en bonne santé. Et ces retrouvailles des fils Marie du 25 au 27 novembre par Ouyan a été le carrefour de la 19e édition du Mahi Wando, un creuset de retrouvailles des filles et fils de l'ère culturelle Marie. La question développement a été au cœur de ce rendez-vous culturel. Suivons le commentaire de Jean-Claude James. La valorisation de leur culture reste pour ces maris une priorité et ils ont répondu nombreux aux différents rendez-vous de la 19e édition de Mahi Wendo, devenu depuis 17 ans un festival. Première chose à retenir, c'est la participation. La participation de cette année, elle a été formidable. Elle a été nettement meilleure par rapport aux autres années. L'autre particularité, c'est qu'on a eu l'occasion de se dire un certain nombre de choses, surtout au niveau du Conseil des rois. Il y avait quelques conflits latents. Le dernier Conseil des rois qui a eu lieu, qui a regroupé 105 têtes couronnées, ce conseil a réglé beaucoup de problèmes et a donné beaucoup de directives pour les années à venir. Toute œuvre au début est difficile et il y avait assez de réticence des cadres. Aujourd'hui, ça rassemble beaucoup de cadres. Et la grande surprise, c'est surtout l'adhésion des têtes couronnées. Durant 3 jours, les filles et fils de l'ère culturelle Marie ont profité de ces retrouvailles pour réfléchir sur le développement de leur localité. Les participants apprécient. Au-delà donc de la valorisation de la culture Marie, nous disons que faisant 18% de la population, nous pouvons accompagner aussi le développement de notre pays. Et nous déplorons que le festival, le nôtre, qui est l'un des plus anciens, qui s'organise, n'a pas toujours, n'est-ce pas, l'accompagnement nécessaire. Nous devons nous organiser autrement pour que la 20e édition, qu'il ne reste plus de Marie à la maison. C'est très bien que le peuple Marie se retrouve. Moi, je ne suis pas Marie d'origine, je suis Ouémé. Mais je suis venu témoigner la fraternité, l'amitié à mes amis Marie. Je souhaite que ça continue et qu'il y ait d'innovation dans les prochains festivals. Et je voudrais également demander à mes frères de cultiver partout la paix, l'unité et de se montrer digne, intègre. L'autre temps fort de cette édition est la remise de prix aux lauréats du concours Marie Musique. Un peu de sourire dans cette édition. Happy Birthday, Mr. President. Le conseil communal de Cotonou l'a chanté hier à l'ancien président Nicéphore Soglo. Il a soufflé sa 82e bougie ce mardi 29 novembre. Le conseil communal au grand complet était au domicile de l'heureux du jour pour lui témoigner toute sa reconnaissance. Jean-Claude James, Aboubakr Bakari, Edmond Humbo. C'est la 82e bougie qui est ainsi soufflée par l'ancien président de la République ce 29 novembre. Nicéphore Dieudonné Soglo, que les réseaux sociaux ont annoncé pour mort quelques heures plus tôt, est bel et bien vivant. Non, ça une surprise qui, parce que d'habitude on est organisé, mais on m'a pris totalement de court. Mais je dois dire que ça me voit droit au cœur. Quand on a annoncé, on m'a dit ce matin qu'on a dit que j'étais mort, je dis bon, si Dieu t'envoie pour une mission, tant que tu n'as pas fini ta mission, il ne te fait pas revenir. Le travail n'est pas terminé encore. Que Dieu, les mânes de nos ancêtres, lui donne la santé, la longévité. Amen. Parce qu'il y a quelques heures de cela, les réseaux sociaux avaient annoncé qu'il était déjà parti, prématurément. Or, nous avons encore besoin de lui, de ses conseils, de son éclairage. Une occasion de fête, mais aussi d'analyse de la situation sociopolitique du Bénin. Je compte d'abord parmi les défis que nous avons relevés, vous les connaissez. Nelson Mandela nous a laissé une feuille de route
à Maputo en 2006. Il a dit, première chose, quand tu viens comme chef d'État, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rappeler des souffrances du peuple africain qu'on a fait se battre les uns contre les autres. C'est grâce à eux qu'on a bâti l'Amérique. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et nous avons eu la chance d'avoir un frère, Barack Obama, qui a montré la qualité de ce qu'un noir peut faire à la tête d'un État. On peut l'applaudir. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas avoir de développement sans énergie. La population de l'Afrique va croître de au moins 1 milliard d'habitants en 2050. Et je dis au gouvernement que la priorité qu'on doit avoir, et tout le monde a commencé par là, c'est l'agriculture. Et puis la dernière chose qui nous reste évidemment, et j'ai supplié les Japonais. Je leur ai dit, je vous en supplie. L'Éthiopie qui était à l'agonie est maintenant exportateur de maïs, de céréales. Je voudrais que nous soyons exportateurs. Je vais rencontrer le président de la République à son retour pour lui en parler. Et au niveau de notre mairie, je souhaite que le gouvernement nous donne enfin l'autonomie financière. Joyeux anniversaire à celui qui a été le premier président de l'ère du renouveau démocratique. Un mot de football pour terminer. Direction Lomé où se joue le tournoi de l'UEMOA. Le Bénin et le Sénégal se sont séparés dos à dos hier. Notre envoyé spécial Hugues Zissozonon est en ligne depuis Lomé. Eh bien, quelques problèmes avec cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fin de cette édition, le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine Sans commentaire, le point de conseil des ministres, le magazine La SBEE à cœur ouvert et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Oui Vartio. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Aurélie Sauton. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB passe en vous.